On a vu les deux enjeux précédents, on est passé de multimatériaux à monomatériaux et ensuite de monomatériaux à monorésine, en s'assurant que les éléments de l'emballage sont compatibles avec l'emballage, avec le matériau majoritaire de l'emballage. Et maintenant, on va s'assurer qu'on va travailler sur les additifs et les colorants de l'emballage pour s'assurer qu'ils seront compatibles au tri et au recyclage. Focus donc sur les emballages sombres. Carlos vous l'a dit en introduction, c'est un vrai sujet en Angleterre en ce moment, ces emballages sombres. Certains les ont totalement, en tout cas ont indiqué dans leur stratégie packaging qu'ils allaient les supprimer de leur gamme de produits. Il y a notamment la chaîne de distribution Waitrose qui l'a fait récemment. Donc c'est un sujet important. Les emballages sombres, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on va avoir une barquette, par exemple, en PP ou en PE ou encore en PET, qui en soi pourrait parfaitement être recyclée. Malheureusement, elle n'est pas lue, elle n'est pas vue par les équipements de tri optique, tout simplement parce que l'infrarouge ne les lit pas. L'enjeu, ça va être donc, pour l'éco-conception, de travailler sur ces noirs-là, quel type de pigment pourrait être lu par les équipements de tri optique. Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel il n'y a plus de lecture ou en dessous duquel il y a une lecture qui est possible? Est-ce qu'il y a d'autres types de pigments? Ou encore, dernier axe, est-ce qu'on pourrait explorer d'autres couleurs? Est-ce que le noir est un prérequis nécessaire et suffisant pour certains codes de marché? Je vais vite, sinon je vais me faire gronder. Donc je crois qu'en préambule, j'ai déjà résumé l'ensemble de cette slide, donc travailler sur ces types de colorants. Un dernier point, Carlos l'a dit en introduction, là vraiment on fait un focus sur l'éco-conception. Quels sont les additifs qu'on peut mettre sur l'emballage? Bien sûr, une partie de l'équipe Citeo sera plutôt mandatée sur les questions d'équipement, tri optique. Est-ce qu'il n'y a pas des technologies demain qui seront en capacité de lire ces emballages-là? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des évolutions de process qui sont réalisables sur ce sujet? Voilà. Comme à chaque fois, on travaille à la fois sur l'éco-conception des emballages, mais aussi sur les process de tri et de recyclage, et enfin sur la recherche de débouchés. Mais aujourd'hui, on ne fait qu'un focus sur l'éco-conception. Bonjour à tous. Christophe Lemot s'est excusé, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais le but c'était vraiment de présenter le travail qu'ils ont fait sur la barquette noire. On va peut-être remonter un petit peu d'historique avant que les slides arrivent et je vais essayer de faire très vite. Ceci est une barquette noire thermoformée en CPET qui se trie. First Place l'a développée dans le cadre de travaux en Angleterre, pas avec nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, il y a 5 ans, le sujet des barquettes noires est arrivé en Angleterre, très fortement poussé par Tesco. Et on a eu des innovations de plusieurs fabricants d'emballage pour trouver des colorants noirs dans le PET compatibles au tri. On a lancé, nous, donc ça a bien été expliqué sur les travaux sur le tri sur le noir en France également, pour ne serait-ce que continuer à diffuser cette innovation, qu'on ait plus d'entreprises capables de fournir ces emballages noirs compatibles au recyclage, ne serait-ce que pour avoir, et au tri, et avoir donc plusieurs fournisseurs, et aussi à sortir du marché de niche et avoir ce colorant qui se répande le plus facilement dans toute la profession. Donc First Place fait différents types de produits et quand ils sont venus nous contacter sur les barquettes noires, c'était aussi l'enjeu de le déployer sur le PP. Donc on vient de le voir avec Fleury Michon, avec Europlastic, il y a eu ce travail de le déployer sur le PP parce qu'en France on a un gros marché de la barquette noire dans le PP, que ce soit traiteur ou que ce soit plat micro-ondes. Et donc là on a vraiment eu cette idée-là de se dire, dans notre gamme de produits, on a le CPET noir développé en Angleterre, on va continuer à travailler dessus, mais on veut ces barquettes PP noires. Le grand enjeu ici, sur la barquette PP noire, donc thermoformée, c'est d'avoir la bonne couleur, de rester noir. Donc, non seulement à l'extrusion, mais également au thermoformage, où on peut avoir une tendance à tirer vers le gris. Donc il y a eu un vrai travail sur la couleur pour arriver dans les teintes noires qui correspondent aux demandes des clients, aux demandes du marketing, tout en gardant cette fonctionnalité triable. Ça a été vraiment une question de travail et sur le colorant, mais beaucoup sur le process dans ce projet pour arriver à tenir la couleur. On a dans ce projet donc, produit un certain nombre de barquettes noires en PP qu'on a testé avec les fabricants de machines de tri optique. S'assurer qu'une fois qu'on avait les différents colorants, pouvoir affiner et savoir quel colorant fonctionnait le mieux. Et on arrive à un colorant noir qui fonctionne sur le PP et qui peut être reconnu dans les centres de tri et donc être correctement orienté vers les recycleurs de PE et de PP et donc redevenir des produits, notamment des pièces automobiles. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire sur ce projet? Il reste un lancement grandeur nature. On a fait des tests, on a fait un certain nombre de tests avec Ferschplace, des tests de contact alimentaire, des tests de couleur, des tests de passage machine. Il va falloir le premier client qui bascule et ça va permettre de vraiment valider l'innovation et de s'assurer que ça fonctionne à plein régime sur les lignes. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, qui est très important et qui vient d'être dit par Fleury Michon et qui est complètement partagé par Ferschplace, mais qu'on partage aussi, c'est quand on est sur des colorants noirs qui vont augmenter le prix de l'emballage entre 8 et 20%, parce que c'est de ça dont on parle, un acteur isolé ne peut pas y aller. Donc comment on arrive à faire basculer une profession, un secteur? Est-ce que tout le monde basculera d'un coup? Est-ce qu'on bascule un secteur d'abord? Pour que ce ne soit pas une compétition entre vous dans la salle sur ce colorant noir triable et le colorant noir qui n'est pas triable, mais qu'on arrive vraiment à faire bouger le marché d'un coup. Petite anecdote, en Angleterre, dont les pouvoirs publics parlent de possible interdiction des emballages noirs d'ici la fin de l'année, si l'industrie ne réagit pas. Il y a même des industriels qui me disaient qu'ils hésitaient de demander une réglementation là-dessus, demander que ce soit marqué dans la loi un noir triable quand on va dans la barquette. Voilà, donc c'est vraiment cette question-là. On a parlé d'incitation chez Citeo, voilà, en Angleterre ils parlent d'incitation réglementaire, mais il y a cette vraie logique de comment je fais basculer un secteur ou un marché. En tout cas, la technologie existe, et plus on sera à l'utiliser sur le marché, ce colorant noir triable, et plus l'écart de prix va baisser, parce qu'on est encore sur un colorant qui touche un marché de niche. Merci. Merci beaucoup Vincent. Dernière présentation de Sylvie Moison-Pichard, donc de l'IGEPAC, qui a mené 2 projets sur la thématique des emballages noirs. Donc le premier pour trouver d'autres types de pigments noirs compatibles au tri, et puis enfin finalement de challenger ce noir. A-t-on besoin de cette couleur dans certains emballages? Merci. Oui, bonjour, tout à fait. Donc l'IGEPAC, en effet, nous avons mené 2 projets sur les problématiques des barquettes noires. Donc l'IGEPAC, nous sommes une association en 1901, relativement récente, puisque j'ai créé cette association fin 2011. Nous sommes opérationnels depuis 2012. Nos adhérents sont soit des industriels de l'agroalimentaire ou des fabricants d'emballage. Il y en a un certain nombre ici présents. Fleury Michon a fait allusion à l'IGEPAC. Ils sont notre vice-président, Europlastic notre président. Delta fait partie également de nos adhérents, ainsi que Knauf qui est présent dans la salle. Nous avons aussi une trentaine de partenaires de recherche et d'innovation ou experts techniques avec lesquels nous collaborons sur les différents sujets sur lesquels nous travaillons, donc à savoir tout ce qui concerne l'emballage alimentaire sur les questions d'aptitude au contact alimentaire, sécurité, lutte contre le gaspillage alimentaire, recyclabilité, mais aussi ergo-conception, par exemple, orientée seniors ou enfants, puisque ces sujets supposent des aspects un petit peu spécifiques. Alors, le projet des barquettes noires, pour nous, était particulièrement important. Parmi nos adhérents, je vous ai cité un certain nombre d'entre eux, que ce soit des fabricants d'emballage ou que ce soit des industriels de l'agroalimentaire. Et donc sensibiliser nos adhérents sur ce sujet en développant des expérimentations, pour nous, faisait partie de nos missions, entre guillemets, de veille, de sensibilisation, de façon à améliorer l'emballage alimentaire. Nous l'avons donc abordé sous 2 sujets. Donc, le premier concernait en effet à rendre détectables par l'infrarouge des centres de tri les barquettes de couleur sombre. Et nous avons mené ce projet avec Marie, CG Alpac et puis Saint-Michel Biscuit. Et nous sommes partis de l'expérimentation britannique qui avait développé donc une encre Color Matrix. Alors, nous avons voulu commencer donc sur des barquettes PET en utilisant cette encre, et les premiers constats, c'était que le rendu visuel n'était pas satisfaisant si nous utilisions l'encre seule, c'est-à-dire que nous n'avions pas suffisamment d'opacité. Et en termes de process de fabrication au niveau du thermoformage, à partir d'un certain pourcentage d'encre, il se dégageait de la fumée et puis un encrassement des rouleaux. Donc on s'est dit, soit on part sur l'encre Color Matrix
mais il faudra l'associer dans ces cas-là avec d'autres additifs. Soit on s'est dit, après tout, le noir de carbone était quelque chose d'assez efficace, de bien connu, et finalement de relativement peu cher. Donc essayons de trouver une solution, soit avec Color Matrix ou soit avec le noir de carbone. Donc on a fait différentes séries d'essais. Et je suis désolée, mais je vais devoir un petit peu changer les conclusions parce que les toutes dernières expérimentations nous ont permis de voir que les résultats qui avaient été satisfaisants avaient été pour une raison, mais nous avions fait une mauvaise analyse. Donc je vais vous préciser un petit peu plus en détail les étapes que nous avons menées. Donc en fait, nous très vite, nous avons décidé de nous concentrer sur l'utilisation du noir de carbone en jouant sur les différentes couches du monopète. Et nous n'avons décidé en fait de ne concentrer le noir de carbone que sur la couche B. Nous avions décidé donc d'abaisser le taux de noir de carbone. Nous étions sur du 3% et sur du 1% sur les expérimentations menées. D'augmenter les épaisseurs des couches B de façon à ce que, sur lesquelles il n'y avait absolument pas du tout d'encre, de façon à ce qu'on ait une meilleure lisibilité par les tests de détection. Les tests menés avec P-Link ST nous avaient permis justement de valider cette option. Là où je dis que la conclusion à tirer doit être modifiée, c'est parce que lorsqu'avec CGL nous avons mené ces expérimentations de barquettes en couche B, ils avaient utilisé du PET recyclé provenant de chute de process qu'ils ont réintégré et dans lesquels nous n'avons donc intégré que du noir de carbone à un pourcentage très très faible. Le résultat visuel était satisfaisant, il était validé par Marie et le résultat en test de détection était également satisfaisant. Nous avons donc décidé de passer à l'essai industriel en développant ces barquettes selon ce procédé. Et donc, nous avons procédé de nouveau à des essais. Et là, on a été un petit peu surpris puisque la détection par l'infrarouge était moins bonne que lors de la précédente expérimentation. Donc, on a refait toute une batterie de tests, une douzaine de configurations pour lesquelles nous n'avons eu les résultats que fin de semaine dernière et pour lesquels moi j'ai eu l'identification des solutions que ce matin. Et donc en fait on s'est rendu compte que les résultats de détection sont très satisfaisants avec du noir de carbone à condition qu'il soit utilisé en combinaison avec un autre additif. Cependant, la solution globale, nous arrivons à un maximum de 3% d'additifs dans la couche B uniquement, que la couleur noire est correcte et que finalement, de jouer sur l'épaisseur de la couche A n'a pas vraiment d'impact. Ça rend peut-être un petit peu plus opaque la barquette, mais c'est vraiment finalement très très mineur. Donc aujourd'hui, nous avions fait des tests consommateurs avec ces solutions en situation d'achat et hors situation d'achat, et les consommateurs, dans tous les cas, ne voyaient pas la différence. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des expérimentations avec un autre partenaire, donc Celtipack, pour pouvoir transposer cette méthode au PP. Donc ça, c'est pour le premier projet. Et le second projet que nous avons mené avec Marie et CGL, c'était de se dire, finalement, est-ce que le consommateur est aussi attaché que ça à la couleur noire? Moi, je me suis positionnée en tant que consommatrice et je me suis dit, voilà, les services marketing nous disent, si, c'est essentiel, c'est important. Et je me suis dit, écoutez, testons, voyons. Donc, nous avons mené avec Marie des expérimentations donc en situation d'achat, donc en partenariat avec l'hypermarché Auchan du Mans, puisque nous sommes basés sur le Mans. Et nous avons mené des tests de consommateurs
Alors là, on le voit assez mal, mais donc c'était en partenariat donc avec la marque Tradition d'Asie. Donc nous avons fait interroger plus de 120 personnes pendant 2 jours en 2 configurations, donc ce qu'on appelle le tombeau et la vitrine, ce qui nous permettait de voir si la présentation des barquettes pouvait aussi avoir une incidence sur la perception du consommateur. On a été très surpris par les résultats, puisque en fait on s'est rendu compte qu'une personne interrogée sur 2 en magasin ne voyait absolument pas la différence entre les couleurs de barquettes, alors que nous avions une barquette transparente rouge qui se trouvait au milieu d'une barquette transparente de couleur violette et une couleur opaque noire. Donc le but, c'était vraiment de se dire, si le consommateur n'est pas attaché à la couleur noire, peut-être que la solution du noir, c'est de le remplacer par les barquettes transparentes reprenant les codes couleurs des bouteilles d'eau. Donc un consommateur sur 2, finalement, quand on lui demandait de donner sa préférence entre les barquettes qui étaient exposées, soit ne voyait pas, nous disait, écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez que je regarde ? Il y a des différences. Donc 1 sur 2 ne les voyait pas. Et l'autre surprise, c'est qu'en magasin, la couleur qui avait obtenu la préférence, c'était la couleur transparente violette et non pas la couleur noire et opaque. Donc ça a été des vraies surprises. Et par rapport à ça, on s'est dit, si les consommateurs ne voient pas la différence en magasin, il ne faut pas qu'ils soient surpris lorsqu'ils rentreront chez eux de se rendre compte que là, il y a un changement en effet de couleur et que ce soit rédhibitoire éventuellement à un acte de réachat. Donc là, on a mené des tests consommateurs hors situation d'achat sur un peu plus de 80 personnes, dans une configuration bien sûr différente, puisque là, les barquettes étaient montrées sur une table blanche, sans aucun autre emballage à côté. Donc on est vraiment dans un contexte tout autre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un petit écart dans les pourcentages, avec une population un peu différente, c'est-à-dire une proportion de personnes de plus de 45 ans, beaucoup plus importante dans le test hors situation d'achat que dans le test situation d'achat, où là, on pouvait regarder en fonction de l'âge qu'au niveau des jeunes de moins de 35 ans, il y avait un très très fort engouement sur la barquette violette. Cependant, si on regarde le test hors situation d'achat, donc là, en effet, le noir l'emporte un petit peu sur les autres couleurs. Cependant, le violet est transparent, est toujours finalement bien perçu. Et ce que l'on appelle le aucune, ce n'est pas je n'aime aucune barquette, c'est je n'ai absolument aucune préférence entre les différentes propositions. Et dans les 2 cas, et quelles que soient les études et les personnes interrogées, de toute façon, pour 97% d'entre elles, la transparence n'était pas du tout un frein au geste d'achat, et pour plus de 80%, c'était à la rigueur finalement au contraire, parce que comme ça, je me rends mieux compte de la qualité du produit, de la quantité de sauce éventuelle et autres. Donc voilà, les expérimentations qui pourraient être envisagées, c'est peut-être de faire des études sur d'autres secteurs, d'autres produits, puisque là, cette expérimentation a été menée sur les produits asiatiques. Merci beaucoup Sylvie pour ces 2 projets, en particulier pour le deuxième. Je crois que c'est vraiment important d'explorer parfois et de challenger les idées reçues, en particulier les idées des équipes marketing, souvent sur la perception des consommateurs. Il y a des idées reçues, mais qui ne sont parfois pas quantifiées. Vous l'avez fait et on apprend finalement beaucoup grâce à votre étude. Nous, c'est vraiment un axe de recherche que l'on va développer chez Citeo, cette notion de la perception des consommateurs. On a déjà fait plusieurs fois des études sur la perception du recyclé, par exemple, utilisé dans l'emballage. Également des études sur le geste de tri dans la cuisine. Est-ce que les gens séparent les éléments de l'emballage ? Et on va maintenant s'orienter vers des études shopper, donc voir en rayon si le consommateur est sensible aux actions d'éco-conception des emballages, s'il est également sensible à un code couleur. On sait que pour recycler certaines bouteilles de lait en bottle to bottle, si un jour on y arrive, on sera obligé par exemple de casser le code du blanc dans le lait. Est-ce que le consommateur
trouvera ça totalement rédhibitoire ou pas si on arrive à lui raconter cette histoire. Voilà, c'est vraiment, je pense, un point fort dans les études d'éco-conception, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect technique qui prend du temps, qui est difficile, mais derrière, il y a comment est-ce qu'on raconte l'histoire au consommateur pour qu'il adhère et qu'on arrive à transformer l'essai expérimental en acte d'achat et en business qui fonctionne, quoi. Ça, c'est un vrai point fort de ce projet. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos projets. Merci également aux équipes de Citeo qui ont suivi depuis 2 ou 3 ans chacun des projets et qui continuent à les suivre au quotidien. C'était un gros boulot. Donc, bravo à l'équipe Éco-Conception pour cela. Merci à Carlos pour ton introduction. Et merci également surtout à Elise Tilly pour l'organisation de cet événement. Et j'aimerais bien qu'on l'applaudisse si vous voulez bien, parce que c'est elle qui a fait la plaquette notamment.